Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la limite des fonctions numériques. Et précisément, on va parler finalement du théorème de comparaison. Vous allez voir comme motivation, on va voir ça sert à quoi ce théorème de comparaison. Alors ce théorème sera en pratique dans le cas où on a des fonctions compliquées qu'on ne peut pas utiliser les propriétés qu'on a déjà vues pour calculer leurs limites. Et on va les comparer à des fonctions assez simples qu'on connaît leurs limites et puis déduire. Donc imaginons par exemple qu'on a la limite suivante, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction sin x sur x. Vous voyez très bien qu'ici on a une limite en plus l'infini, parce qu'en 0 on connaît cette limite, c'est 1. Mais si on aimerait calculer la limite en plus l'infini de sin x sur x, cette limite n'existe pas directement. Pourquoi? Parce que la limite en plus l'infini de sin x n'existe pas. Donc on aura des problèmes. Mais remarquez, je vous donne cette limite, vous connaissez la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x. C'est une limite assez simple, une fonction usuelle ici, qui est pour limite 0 en plus l'infini. Notre fonction donne la fonction inverse de x, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Vous allez voir pourquoi je vous ai donné ces deux limites de ces deux fonctions. On va prendre un exemple. Donc voilà la courbe représentative de ma fonction sin x sur x, comme vous pouvez le voir. Et voilà les courbes représentatives des deux fonctions, moins 1 sur x et 1 sur x. Donc voilà, moins 1 sur x, voilà 1 sur x. Donc qu'est-ce que vous pouvez remarquer tout d'abord? Remarquez très bien que les courbes représentatives encadrent de ces deux fonctions, moins 1 sur x et 1 sur x, encadrent la courbe représentative de ma fonction sin x sur x. Vous voyez très bien que elle l'encadre même au voisinage de plus l'infini. Même chose, elle l'encadre même au voisinage de moins l'infini. Donc, alors quel que soit x partant de l'intervalle 0 plus l'infini, on remarque très bien que la courbe représentative de g se trouve au-dessous de la courbe représentative de f, et la courbe représentative de h se trouve au-dessus de la courbe représentative de f, même voisinage de plus l'infini. Maintenant, je vais calculer la limite de cette fonction h, que sa courbe représentative se trouve au-dessus de celle de f, et calculer la limite de la fonction g dont la courbe représentative se trouve au-dessous de celle de f. Remarquez très bien que cette limite, quand je vais tendre à x vers plus l'infini, cette limite est 0. Du coup, qu'est-ce qu'on peut déduire? On a notre fonction est encadrée par deux fonctions que toutes les deux ont pour limite 0. Vous voyez très bien que la courbe représentative de ces deux fonctions, les courbes représentatives de ces deux fonctions encadrent ma fonction même au voisinage de l'infini et ne la laissent pas s'échapper. On peut déduire d'une manière intuitive que la limite de notre fonction sera elle aussi 0. Voilà. Remarquez ici même au voisinage de moins l'infini. Donc la courbe représentative de g cette fois se trouve au-dessus de celle de f, et la courbe représentative de h se trouve au-dessous de f au voisinage de moins l'infini. Donc même au voisinage de moins l'infini, il va rester la même chose. Du coup, si la fonction de la courbe au-dessus a pour limite 0 et la fonction de la courbe au-dessous a pour limite 0, on peut de façon intuitive déduire que la limite de la fonction, que sa courbe est encadrée par ces deux courbes, sera elle aussi 0. Et donc c'est exactement ce que nous dit ce théorème qu'on appelle le théorème des gendarmes ou le théorème d'encadrement, ce qu'on appelle aussi en anglais le sandwich theorem. Donc ce théorème, pourquoi on appelle le sandwich, vous voyez très bien que un sandwich c'est quelque chose de la viande, des légumes, etc. entre deux tranches de pain. Voilà, c'est entre deux fonctions. Toutes les deux ont pour limite un nombre réel L. Donc la fonction qui se trouve entre ces deux fonctions, qui est encadrée par ces deux fonctions, aura pour limite ce réel L. On a juste vu un exemple, mais c'est un théorème qu'on peut prouver. Mais malheureusement, on n'a pas les outils nécessaires maintenant. Alors notre théorème nous dit soit f et g h, trois fonctions de définition à un intervalle ouvert i
de la forme b plus l'infini, qu'on peut le voir ici, et L un nombre réel. Donc, si pour tout élément de cet intervalle, la fonction où j'aimerais calculer sa limite, que je ne connais pas directement, donc si je trouve que cette fonction sur cet intervalle est encadrée par deux fonctions, g par exemple et h, et que la limite en plus l'infini de ces deux fonctions sont égaux et égales à un nombre réel L, je peux déduire que la limite de la fonction qui est encadrée par ces deux fonctions sur cet intervalle aura pour limite en plus l'infini ce même nombre réel L. Donc ceci reste valable aussi au voisinage de moins l'infini. Si je choisis par exemple un intervalle ouvert moins l'infini b et L un nombre réel, si ma fonction f est encadrée par deux fonctions f, g et h sur tout cet intervalle, c'est-à-dire que ce soit x appartenant à g de x est inférieur à f de x inférieur à h de x, et la limite quand x tend vers moins l'infini de ces deux fonctions égale à un nombre réel, donc je peux déduire que la fonction qui est encadrée entre ces deux fonctions aura pour limite en moins l'infini elle aussi le même nombre réel L. Ceci reste valable aussi au voisinage d'un nombre réel. Donc si j'aimerais calculer la limite par exemple dans un nombre réel A, bien sûr il faut bien choisir l'intervalle, soit une fonction f et g, h, trois fonctions définies en A ou définies sur un intervalle I de borne A, sans qu'elles appartiennent nécessairement à I, juste pour dire qu'on peut calculer la limite à droite et à gauche. Ça reste valable pour les limites à droite et à gauche en un nombre. Même si ma fonction n'est pas définie en A exactement. Donc on choisit L, un nombre réel. Alors si pour tout élément appartenant à cet intervalle, ma fonction f est encadrée par deux fonctions g et h, et que la limite en A de la fonction g et la limite en A de la fonction h égale à un nombre réel, alors on peut déduire que la limite de ma fonction f en A égale à ce nombre réel. Et ceci reste valable pour les limites à gauche et la limite à droite. Il suffit d'écrire ici, il suffit de vérifier que la limite quand x tend vers a plus égale à la limite de g de x égale à la limite quand x tend vers a plus de h de x égale à L. On aura pour résultat la limite quand x tend vers a plus de f de x égale à L. Et la même chose pour la limite à gauche de a. Maintenant prenons un exemple. Donc, on aimerait calculer la limite quand x tend vers 0 de la fonction x carré sinus 1 sur x. Alors, essayons par exemple les propriétés qu'on connaît déjà. La propriété du produit, vous voyez très bien que c'est la limite du produit de deux fonctions. C'est que la première est la fonction carré, la deuxième c'est sinus 1 sur x. La limite quand x tend vers 0 de x carré, c'est 0. Mais la limite quand x tend vers 0 de sinus 1 sur x n'existe pas malheureusement. Donc, on ne peut pas calculer cette limite directement en utilisant la propriété du produit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer l'encadrement. Alors, on aimerait calculer la limite en 0, donc on s'intéresse au voisinage de 0. On sait que, bien sûr, cette fonction n'est pas définie en 0, donc, que ce soit x appartenant à R privé de 0, on sait que sinus quelque chose est encadré toujours entre moins 1 et 1. Donc, c'est une propriété que vous connaissez. Maintenant, l'étape suivante, je cherche ma fonction, la définition de cette fonction. Qu'est-ce que vous voyez ici? Que sinus 1 sur x est multiplié par x carré. Je vais multiplier par x carré. Et pourquoi l'ordre ne va pas changer? Parce que x carré est une quantité positive, alors je vais multiplier par x carré. Rien, l'ordre ne va pas changer. Du coup, ma fonction sinus 1 sur x était encadrée entre moins 1 et 1. X carré sinus 1 sur x sera encadré entre moins x carré et x carré. Maintenant, vous voyez très bien que voilà la fonction que je cherche sa limite en 0. Et voilà les deux fonctions qui l'encadrent, moins x carré et x carré. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je calcule leur limite en 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de moins x carré égale à la limite quand x tend vers 0 de x carré. Ce sont deux fonctions simples, deux fonctions usuelles que vous connaissez déjà. On fait la substitution par 0 et ça va donner 0. Donc la limite de ces deux fonctions est 0. Voilà, j'ai une fonction encadrée entre deux fonctions sur notre intervalle. Et ces deux fonctions ont pour limite toutes les deux 0. Alors, en utilisant le théorème des gendarmes, on déduit que la limite de la fonction encadrée par ces deux fonctions en 0 est 0. C'est assez simple que ça. Prenons un autre exemple.
Et on aimerait calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de sin x sur x. C'est la fonction que j'ai donnée dans l'exemple de départ. Alors si on essaye de façon directe, vous voyez très bien qu'ici on aura besoin de calculer la limite en plus l'infini de sin x. Alors cette limite n'existe pas. Du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'encadrement. Puisqu'on s'intéresse ici à la limite en plus l'infini, on va juste parler de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, parce que ma fonction n'est pas définie en 0, j'ai exclu 0 ici. Et l'intervalle, c'est l'intervalle qui m'intéresse. Je ne m'intéresse pas à R tout entier sauf 0. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on sait c'est une propriété, sinus x est encadré par moins 1 et 1. Je cherche maintenant ma fonction. On voit très bien que pour trouver la définition de ma fonction, je dois multiplier par 1 sur x. Alors, je multiplie par 1 sur x et l'ordre ne change pas. Pourquoi? Parce que x appartient à cet intervalle, donc x est positif. X est supérieur strictement à 0. Donc 1 sur x restera supérieur strictement à 0. Je multiplie par une quantité positive, l'ordre ne change pas. Maintenant, voilà la définition de ma fonction. Vous voyez très bien que j'ai trouvé deux fonctions qui l'encadrent, c'est moins 1 sur x et 1 sur x. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pour utiliser le terme d'encadrement, je calcule la limite de ces deux fonctions en plus l'infini. Il faut que je trouve le même nombre réel pour déduire, sinon je ne peux rien déduire. Ce sont deux fonctions qui sont assez simples. Du coup, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x égale à 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Ce sont deux fonctions usuelles que vous connaissez déjà. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on déduit directement que la limite de la fonction encadrée ici, la limite en plus l'infini de sin x sur x égale à 0. Voilà. Prenons un troisième exemple. On aimerait calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x cos x sur x carré plus 1. On peut bien sûr essayer de calculer cette limite directement, mais on voit très bien que on va rencontrer la limite à l'infini de cos x qui n'existe pas. Du coup, on va utiliser l'encadrement. On a ici cosinus x et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la propriété concernant cosinus x. Bien sûr, ici, on s'intéresse à la limite en plus l'infini. L'intervalle qui m'intéresse, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on sait que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, cosinus x est encadré par moins 1 et 1. Pour arriver à cette définition, il faut tout d'abord multiplier par x. Donc je vais multiplier par x. Puisque je travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, les éléments ici sont positifs. Donc la multiplication par x, un élément de cet intervalle, ne va pas changer d'ordre. Donc on aura cos x encadré par moins x et x. D'après, pour arriver à la définition de la fonction, je vais multiplier par 1 sur x carré plus 1. 1 sur x carré plus 1 est une quantité qui est positive, donc l'ordre ne va pas changer aussi pour trouver la définition de ma fonction. Alors ma fonction cos x sur x carré plus 1 est encadrée entre moins x carré plus 1 et la fonction x sur x carré plus 1. J'ai trouvé que ma fonction est encadrée par deux fonctions sur cet intervalle. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je cherche la limite en plus l'infini de ces deux fonctions et il faut, pour appliquer le théorème des gendarmes, que ces deux fonctions auront pour limite le même nombre réel. Donc pour calculer les limites de ces deux fonctions, vous connaissez ici, ce sont deux fonctions rationnelles, donc on aimerait calculer la limite en plus l'infini, on va utiliser le terme du plus degré. Du coup, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur x carré plus x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini du quotient du terme du plus haut degré au numérateur et du terme du plus haut degré au dénominateur, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur x carré. Je simplifie par x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x qui est égale à 0. Même chose pour l'autre fonction, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré plus 1 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, je simplifie par x de 1 sur x égale à 0. Donc j'ai trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction égale à la limite vers plus l'infini de l'autre fonction égale à 0, des deux fonctions qui encadrent ma fonction ici. Du coup, d'après le théorème des gendarmes, on déduit directement que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction x cos x sur x carré plus x, prenons ici, égale à 0. Donc maintenant, comme je vous ai promis, on va faire la démonstration de la limite quand x tend vers de cette propriété, la limite quand x tend vers 0, sinus x sur x égale à 1. Et maintenant, on a les outils pour faire cette démonstration parce qu'on a vu le théorème des gendarmes. On va utiliser le théorème des gendarmes
pour faire cette démonstration. Vous allez voir que c'est une belle démonstration. On va travailler sur le cercle trigonométrique. On va faire cette démonstration sur le cercle trigonométrique. Alors voilà notre cercle trigonométrique. Vous voyez c'est bien que ici O est son centre. Et D c'est le point qui coïncide avec le 0 de la droite des réels enroulé sur le cercle trigonométrique comme vous connaissez très bien. Si je prends un point A, on prend un point A appartenant au cercle trigonométrique. Et comme vous connaissez, ce point aura pour abscisse curviligne x, un nombre réel. On peut le voir autrement. Ce point A va former, appartenant au cercle trigonométrique, va former un arc de longueur x, comme vous pouvez voir ici. Et l'angle qui intercepte cet arc au centre aura pour mesure x radian. Par définition, chaque point appartenant au cercle trigonométrique d'abscisse curviligne x aura des coordonnées dans un repère orthonormé. Ces coordonnées seront cosinus x et sinus x. Donc, si on fait le prolongement de ce segment OA sur la tangente, on va créer un segment qui représente la tangente de cet angle x. Très bien, tout ça vous le connaissez déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? On a très bien ce secteur qui est en vert ici. Je vais encadrer la surface de ce secteur. Donc, si je prends par exemple ce triangle, vous voyez très bien, le triangle OAD, vous voyez très bien que la mesure ou l'aire de ce triangle est inférieure à l'aire que forme le secteur OAD, le secteur en vert. Et vous voyez très bien ici qu'il y a un autre triangle OCD, que l'aire de ce triangle OCD supérieur, plus grand que l'aire du secteur en vert. Alors, on va écrire ça. L'aire du triangle en rose ici, delta OCD, est supérieure à l'aire du secteur OAD en vert ici. Et c'est l'aire de ce secteur OAD sera supérieure à l'aire du triangle en bleu qui est OAD. Donc, quelle est l'aire de ce triangle et l'aire de ce triangle? Et après, on va voir l'aire du secteur. On commence par le triangle en rose ici. On voit très bien qu'un triangle, vous connaissez la règle pour calculer la surface ou l'aire d'un triangle. C'est un triangle rectangle. Alors, OD c'est sa base et DC c'est sa hauteur. Alors, la règle nous dit que c'est la base fois la hauteur sur 2. Et pour le triangle en bleu, on va très bien ici, puisque A est la projetée orthogonale, et ici sur l'axe des abscisses, on a OD, c'est sa base, et AB, c'est-à-dire sinus x et sa hauteur, et on va la diviser sur 2 pour calculer l'aire de ce triangle en bleu. Alors, on va appliquer ça. On va très bien ici que le triangle en rose a pour base OD, pour hauteur, ce segment qui est tangente x, donc sur 2. L'aire du secteur OAD, on va la voir après. Et on passe au triangle en bleu. On a comme base OD fois la hauteur qui est sinus x sur 2. Maintenant, puisqu'on travaille sur un cercle trigonométrique, donc un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. OD sera de mesure 1. On remplace donc OD égale à 1. Il nous reste tangente x sur 2 supérieur au secteur, à l'aire du secteur OAD supérieur à sinus x sur 2. Parce que OD égale à 1. Alors maintenant, intéressons-nous à l'aire de ce secteur en vert qui n'est pas un triangle. Comment peut-on calculer sa surface ou son aire? Donc on va utiliser la règle de 3. On connaît la surface, l'aire du cercle trigonométrique tout entier. Et on connaît le périmètre de ce cercle trigonométrique. On connaît aussi la mesure de cet arc qui est x, mais on a besoin de l'aire de ce secteur en vert. Donc on va utiliser la règle de 3. L'inconnu ici, c'est la surface ou l'aire de ce secteur en vert. Alors, si on prend l'angle, par exemple, dans le secteur, l'angle est de mesure x, la surface ou l'aire, on va le nommer S. Sur un cercle tout entier, l'angle, le périmètre ici, vous connaissez que c'est le périmètre, ou l'angle ici est de mesure 2π. On connaît la règle qui nous dit que la surface
de ce cercle, ou l'aire de ce cercle, d'un cercle est PR carré. Du coup, on va utiliser la règle de 3. C'est S égale à X fois pi R carré sur 2pi. Voilà. Et puisqu'on parle ici, on est aussi dans un cercle trigonométrique, R égale à 1, du coup, R carré égale à 1, du coup, il nous reste X fois pi sur 2pi. Voilà, et on remplace donc tangente X sur 2 supérieur à X pi sur 2pi supérieur à sinus X sur 2. Maintenant, on va simplifier. On voit très bien ici qu'on peut simplifier par pi, et on va multiplier par 2 l'inégalité tout entière. Il nous reste tangente x supérieure à x supérieur à sinus x. Donc maintenant, on sait que tangente x c'est sinus x sur cos x, et supérieur à x supérieur à sinus x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc nous, on sait ce qu'on cherche. On cherche cette écriture, cette fonction, cette définition, c'est-à-dire sinus x sur x. Alors, vous voyez très bien ici qu'on va faire l'inverse. Alors, lorsqu'on va chercher à faire l'inverse, on va changer d'ordre. Du coup, l'inégalité devient cos x sur sinus x inférieur à 1 sur x inférieur à 1 sur sinus x. Maintenant, on cherche quoi? On cherche sinus x au numérateur. Donc, on va multiplier par sinus x ici. Je vais multiplier par sinus x. Alors, pourquoi de multiplier par sinus x, je vais simplifier. Sinus x, il nous reste ici cos x, sinus x sur x, et sinus x sur sinus x. Parce que ce sinus x, on va le simplifier par sinus x au dénominateur, et il nous reste cos x. Mais pourquoi l'ordre n'a pas changé? Parce que je suis en train de faire une démonstration juste de 0 à pi, juste dans cette partie. Alors, il faut faire une démonstration similaire de l'autre côté négatif. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, le sinus restera positif. Donc je peux multiplier par sinus x sans aucun problème. Et ici, non. Ici, le sinus est négatif. Vous pouvez faire une démonstration similaire de l'autre côté. Ça, c'est simple. On continue. Maintenant, sinus x sur x égale à 1. On remplace. Donc, cos x est inférieur à sinus x sur x inférieur à 1. On va introduire quoi maintenant? On a la définition de notre fonction sinus x sur x. On va introduire le théorème des gendarmes. On aurait calculé la limite de cette fonction de 0. Cette fonction est encadrée par cos x, c'est la fonction constante 1. Du coup, on va calculer la limite en 0 de ces deux fonctions. Donc, introduisons le théorème des gendarmes. La limite quand x tend vers 0 de cos x égale à, on a vu cette propriété égale à cos 0 est 1 égale à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 est 1. Parce qu'on n'a pas de variable ici, j'ai une fonction constante. Du coup, on a une fonction encadrée par deux fonctions, toutes les deux ont pour limite 1 en 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 de la fonction encadrée sinus x sur x égale à 1. Et voilà notre démonstration. Maintenant, on va voir l'un des résultats du théorème des gendarmes. Cette propriété nous dit que si on prend par exemple deux fonctions f définies sur le même intervalle ouvert i, et soit L un nombre réel. Donc, la propriété nous dit que si, pour tout élément de cet intervalle, la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à une fonction g de x, et la limite de cette fonction en plus l'infini égale à 0. Donc, si cette condition est vérifiée, alors on peut dire que la limite en plus l'infini de f est égale à ce nombre réel L. Donc cette propriété, ce théorème reste valable pour les limites en moins l'infini en un réel A. Donc bien sûr on va changer d'intervalle ici. Pour moins l'infini ce sera moins l'infini B. Ici on peut dire il faut vérifier la condition de la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à 0. Donc on peut dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à L. Même chose pour un nombre limite en un nombre réel. Donc la limite quand x tend vers a de x égale à 0. Donc la limite quand x tend vers a de f de x égale à L. Bien sûr on va voir une preuve. J'ai donné la propriété au théorème sans exemple parce qu'on va faire une preuve. Donc la preuve est assez simple. Vous allez voir qu'on va utiliser le théorème des gendarmes. Puisqu'on a ici une implication, c'est-à-dire si ça est vérifié, alors ça. Une implication P implique Q, donc on va supposer que P est vrai. Essayons de montrer que Q est vrai.
Alors, supposons que est vrai, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à i, la valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à j de x. Et on va travailler avec notre supposition plus tard. Donc ceci est équivalent à quoi? Bien sûr, on a ici une valeur absolue. On sait que la valeur absolue de x est inférieure à r. Alors, x est encadré entre moins r et r. Donc, la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à j de x. Donc, f de x moins L est encadré entre moins j de x et g de x. Alors, je cherche ici à encadrer f de x toute seule. Du coup, je vais ajouter L sur l'inégalité toute entière. Donc, je vais ajouter L ici. Ça devient L moins j de x inférieur à f de x moins L plus L. Alors, ça va donner 0 inférieur à L plus j de x. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ma fonction f est encadrée entre deux fonctions. Alors, je peux essayer d'introduire le théorème des gendarmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer cette limite, la limite de la fonction qui est inférieure à f de x et la limite de la fonction supérieure à f de x. La limite de ce qui est inférieur à f de x et la limite de ce qui est supérieur à f de x en plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de L moins j de x. Alors ici, c'est la limite de la somme de deux fonctions. La première est la fonction constante L, donc ça va donner L. Et la deuxième, c'est la fonction g de g. Donc sa limite en plus l'infini est par supposition vraie qui est égale à 0. Donc c'est cette fonction pour limite 0. Du coup, puisque c'est la limite de la somme de fonctions, la première pour limite un nombre réel L et la deuxième pour limite un nombre réel L qui est 0 cette fois, on fait la somme. Donc la limite de la somme est la somme des limites. Donc ça va donner quoi? C'est L plus 0 ou moins 0 égale à L. Même chose pour l'autre côté. Donc la limite correspond plus la limite de L plus j de x, ça va donner L. Du coup, d'après le théorème des gendarmes, on a f est encadré entre deux fonctions. La première pour limite L, la deuxième pour limite L. Du coup, la fonction au milieu ici a pour limite en plus l'infini L. Voilà, c'est la démonstration de cette propriété. Alors, prenons un exemple. On peut appliquer cette propriété. Alors, on aimerait calculer la limite correspondant vers plus l'infini de cosinus x sur x cube. Vous voyez très bien ici qu'on ne peut pas faire un calcul direct parce que la limite en plus l'infini de cos x n'existe pas. Du coup, on va essayer d'utiliser quelques propriétés qu'on connaît déjà. Alors, on sait que, puisqu'on a cosinus x, on va travailler avec ce qu'on connaît déjà. C'est une propriété concernant le cosinus. On peut l'encadrer entre moins 1 et 1. Alors, quel que soit, on s'intéresse ici à la limite en plus l'infini, donc on prend l'intervalle qui nous intéresse, c'est 0 plus l'infini. On a exclu 0 ici parce que cette fonction n'est pas définie en 0. On a ici exclu au dénominateur. Alors, cos x est encadré entre moins 1 et 1, supérieur à moins 1, inférieur à 1. X supérieur à moins 0 et inférieur à r, donc la valeur absolue de x est inférieure à r. Donc, la valeur absolue de cos x est inférieure à 1. Alors, on cherche quoi? On cherche ici la définition de notre fonction, on cherche la valeur absolue, on cherche la propriété précédente. Remarquez ici que je peux multiplier par 1 sur la valeur absolue de x cube. Une quantité positive, parce qu'on a la valeur absolue. Oui, aussi, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Du coup, l'ordre ne va pas changer. 1 sur la valeur absolue de x cube fois la valeur absolue de cos x est inférieur à 1 fois 1 sur la valeur absolue de x cube. Donc, la valeur absolue de cos x sur la valeur absolue de x cube, alors ça va donner, c'est la cos x sur x cube, la valeur absolue de cos x sur x cube est inférieure à 1 sur la valeur absolue de x cube. On voit très bien ici que on peut mettre que la valeur absolue de cos x sur x cube égale à la valeur absolue de cos x sur x cube moins 0. Juste pour que notre propriété apparaisse inférieure à 1 sur la valeur absolue de x cube. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ici? La valeur absolue de notre fonction
qui cos x sur x cube moins un nombre réel qui est 0 inférieur à une autre fonction. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour appliquer la propriété? On essaie de calculer la limite de cette fonction. Pour que notre propriété marche, il faut que cette limite soit 0, en plus l'infini. Et elle est, parce que c'est une limite assez simple, alors la limite quand x tend vers plus de 1 sur la valeur absolue de x cube, exactement 0. On a ici une fonction usuelle. Donc d'après la propriété, on déduit que on a pour tout élément de l'intervalle 0 plus l'infini, donc le voisinage de plus l'infini. On a la valeur absolue de cos x, notre fonction sur x cube, moins un nombre réel est inférieur à une fonction, et cette fonction a pour limite 0 en plus l'infini. Donc d'après la propriété, on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction cos x sur x cube égale à quoi? Égale à ce nombre réel qui est 0. Même chose pour la limite en moins l'infini, ce sera aussi 0. Donc maintenant, on s'intéresse à un autre théorème qui est le théorème de comparaison. On s'intéresse à la comparaison à l'infini. On va commencer par un exemple. On va introduire après les propriétés. Alors on prend deux courbes, vous pouvez le voir ici. La courbe en rouge, c'est celle d'une fonction appelée g, et la courbe en bleu, c'est celle d'une fonction appelée f. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Tout d'abord, on peut voir que de 0 à plus l'infini, la courbe représentative de g est au-dessus de la courbe représentative de f. Et de moins l'infini jusqu'à 0, la courbe représentative de g est au-dessous de la courbe représentative de f. C'est la première remarque. Alors, on peut traduire ça et l'écrire. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est quoi? Les images sont supérieures à f de x. Donc, g de x est supérieur à f de x pour tout élément de 0 jusqu'à plus l'infini. De l'autre côté, de moins l'infini jusqu'à 0, vous remarquez que puisque la courbe représentative de g est au-dessous de la courbe représentative de f, donc quel que soit x appartenant pour tout élément de moins l'infini 0, g de x est inférieur à f de x. Alors maintenant, intéressons-nous tout d'abord à l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais calculer la limite de la fonction g en plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que vous remarquez? Que les images de ces éléments par la fonction g s'approche de plus en plus de moins l'infini. Ok, imaginons que je ne connais pas la limite de la fonction f, que sa courbe est au-dessous de celle de g. Mais intuitivement, puisque les images de g seront toujours plus grandes que les images de f, donc même au voisinage de l'infini, puisque les images g de x s'approchent de plus en plus de moins l'infini et elles sont plus grandes que celles de f. Du coup, intuitivement, les images par f, elles vont eux aussi s'approcher de plus en plus de moins l'infini et bien sûr plus vite que g. Donc on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est aussi moins l'infini. Vous pouvez imaginer ça comme si pour pousser quelque chose vers le bas, vous appliquez une force et vous poussez quelque chose vers moins l'infini parce que vous êtes au-dessus de cette chose. Vous la poussez vers l'infini et vous allez aussi, vous voulez par exemple vous aussi aller vers moins l'infini, alors vous allez évidemment pousser toute chose au-dessous vers moins l'infini aussi. Dans l'autre côté, donc ici j'ai la limite, imaginez aussi que j'ai la limite de la fonction en rouge. Je ne connais pas la limite je peux pas calculer la limite de la fonction en bleu. Mais j'ai des informations. Alors la première information, c'est que pour tout élément de moins l'infini à 0, les images g de x est inférieure à f de x. Donc la courbe représentative de g, la fonction que je connais sa limite, est au-dessous de celle de f. Et la limite de cette fonction en moins l'infini égale à plus l'infini. Alors, imaginez que vous êtes au-dessous de quelque chose et vous poussez cette chose en haut. Vous voulez aller vers plus l'infini, donc, puisque vous allez pousser toute chose au-dessus de vous vers plus l'infini aussi. Donc, cette courbe va pousser, imaginez que vous avez de langage, que cette courbe de g va pousser la courbe de f et aussi vers plus l'infini. Donc, les images
Vous voyez très bien les images ici, puisqu'ils s'approchent de plus en plus de plus l'infini et qu'ils sont inférieurs aux images par f. Vous voyez très bien que même au voisinage de plus l'infini, les images de f s'approchent aussi de plus en plus de plus l'infini. Du coup, on peut déduire que la limite quand x tend vers moins f de f de x égale à plus l'infini. Donc c'est exactement la propriété qu'on a. Alors soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle ouvert i. Donc si vous voyez très bien ici que j'ai deux fonctions, et l'une est assez difficile à calculer sa limite, mais je trouve une autre que je peux comparer avec elle. Mais il faut que ces conditions soient vérifiées pour déduire la limite de la fonction f. Donc pour tout élément de cet intervalle i où mes deux fonctions sont définies, g de x est inférieur à f de x. G, c'est la fonction que je connais sa limite. C'est une fonction assez simple. Je la compare à une fonction qui est assez difficile à calculer sa limite directement. Donc si g de x est inférieur à f de x, et limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini, donc si on fait une comparaison à l'infini, égale à plus l'infini, on peut déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, imaginez que une méthode, c'est une mnémotechnique. Imaginez que vous êtes là et que vous poussez quelque chose parce que vous êtes au-dessous de cette chose. Alors, si vous décidez d'aller vers l'infini, vous allez vous rapprocher de plus l'infini de plus en plus. Vous voyez très bien, puisque vous poussez quelque chose sur votre tête, cette chose aussi va s'approcher de plus en plus de plus l'infini. Bien sûr, ceci marche aussi lorsqu'on a une limite vers moins l'infini. Alors, si pour tout élément de notre intervalle où mes deux fonctions sont définies, g de x est supérieur égal à f de x, alors vous voyez très bien ici que c'est vous et c'est cette fonction g. Imaginez que c'est vous la fonction g, vous vous positionnez au-dessus de quelque chose. Alors, si vous vous approchez de plus en plus de moins l'infini, eh bien c'est évident que toute chose que vous poussez vers le bas, qui est au-dessous de vous, va s'approcher de plus en plus de moins l'infini elle aussi. Donc si pour tout élément de i, g de x est supérieur ou égal à f de x, et limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à moins l'infini, alors limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Bien sûr, ce théorème reste valable pour les limites en moins l'infini aussi. Prenons un exemple. On aimerait calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins sin x. Vous essayez de calculer la limite directement. Vous allez vous retrouver face à la limite en plus l'infini de sin x qui n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, alors on va essayer la comparaison. Comparons cette fonction difficile à calculer sa limite directement avec une autre façon qui est assez simple. Alors on sait que quel que soit x dans R, sinus x est inférieur à 1. Bon, pourquoi on a abordé ça? Parce qu'on a ici la fonction sinus, on aimerait comparer cette fonction à une autre assez simple, donc on ne peut commencer que par cette propriété qui est assez simple. Alors, on sait que quel que soit x appartenant à R, sinus x est inférieur à 1. Du coup, on cherche ici moins sinus x, donc quel que soit x appartenant à R, je multiplie par moins 1. Et l'ordre va changer, bien sûr. Vous voyez très bien que j'ai laissé le symbole tel quel et j'ai changé les positions. Donc, moins 1 est inférieur à moins sinus x. Donc, maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la définition de ma fonction. Donc, je vais quoi? Je vais ajouter x. Alors, je vais ajouter x dans l'inégalité de temps tiers. Alors, ici, ça devient x moins 1 inférieur à x moins sinus x. Voilà la fonction que je cherche sa limite et voilà la fonction avec laquelle je vais la comparer. Du coup maintenant j'ai ma fonction u supérieure à une fonction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la limite en plus infini de cette fonction pour déduire. Alors c'est une limite assez simple. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus l'infini. Fonction usuelle. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Pour tout élément de R, g de x est inférieur à f de x. Donc quoi? Ben, la courbe représentative
de cette fonction que je connais sa limite s'approche de plus en plus de plus l'infini. Et cette courbe se trouve au-dessous de celle de f. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la pousser, elle va pousser f aussi vers plus l'infini. Donc d'après le théorème de comparaison, on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins sin x égale à aussi mc plus l'infini. Prenons un autre exemple. Alors on aimerait calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x cube plus x cos x. Bien sûr, calcul direct va mener à rien. Du coup, on va utiliser la comparaison. Alors, vous connaissez que la plus simple, ici on s'intéresse à la limite plus l'infini, donc on se propose de faire l'étude sur l'intervalle 0 plus l'infini, même si ma fonction ici est définie en 0. Donc on connaît une propriété qui va nous aider à faire cette démarche, c'est la cos x est encadré entre moins 1 et 1, puisqu'on s'intéresse juste à comparer ma fonction avec une autre seulement, pas deux fonctions. Il me suffit d'écrire cos x inférieur à 1. Je vais chercher la définition de la fonction. Donc je vais multiplier par x puisque je me positionne ici sur un intervalle où les éléments sont positifs, donc l'ordre ne va pas changer. X cos x est inférieur à x. Que je vais ajouter maintenant, je vais ajouter moins x3, ça ne va changer rien, l'ordre ne change pas lorsque j'ajoute une quantité ou je j'extrais une quantité. Donc moins x cube plus x cos x sera inférieur à moins x cube plus x. Maintenant, ma fonction est celle-ci et la fonction avec laquelle je la compare est celle-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer la limite de la fonction avec laquelle je la compare en plus l'infini pour déduire quelque chose. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x cube plus x, c'est une fonction polynomiale. Là, sa limite en l'infini et la limite du terme du plus haut degré. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x cube. La limite quand x tend vers plus l'infini de x cube est plus l'infini, et puisque moins x cube est son opposé, donc ça sera moins l'infini. Ma fonction sur cet intervalle est inférieure à une autre fonction. Donc la courbe représentative de ma fonction est au-dessous de la courbe représentative de cette fonction g, et cette fonction a pour limite moins l'infini. Donc cette fonction elle va pousser ma fonction f vers moins l'infini elle aussi. Et voilà le résultat. Donc d'après le théorème de comparaison, on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x cube plus x cos x égale à moins l'infini. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse et à la prochaine.